Bonjour à vous deux. Aujourd'hui, je vais analyser le texte qu'on avait à lire sur l'enseignement scientifique, comment faire pour que ça marche, de Gérard de Vichy et André Giordano. Dans le fond, dans ce texte, c'est que les auteurs, ils voulaient représenter les différentes conceptions que les enfants peuvent avoir. Puis aussi, c'était à se demander si on doit dispenser l'enseignement de les faire émerger ces conceptions-là. Donc, au début, on a abordé la reproduction, donc les différentes conceptions que les enfants pouvaient avoir au niveau de la reproduction, c'était très intéressant. Au début, on avait le préformisme femelle, donc ces enfants-là, ils disaient que le bébé était principalement fabriqué par la mère. Tout ce qui donnait les caractéristiques au bébé, c'était le germe qui était fourni par la mère. Ensuite, on avait ceux qui étaient dans des conceptions de préformisme mâle, donc c'est le contraire. Le bébé était fabriqué par le père. C'était le père qui fournit, dans le fond, le sperme et les spermatozoïdes. Donc, c'était vraiment tout le père qui était l'élément principal au niveau de la reproduction. Ensuite, on a l'épigénisme de premier niveau. Donc, ici, c'est que l'enfant il croit que le bébé est fabriqué par le père et la mère. Donc, c'est le père qui emporte le sperme ou le spermatozoïde, parce qu'il y a souvent une confusion là, à ce niveau-là par les enfants, entre ces deux termes-là au niveau du vocabulaire. Et pour la mère, c'était elle, dans le fond, avec son ovule, qui était l'élément déterminant, avec les règles, les menstruations et tout ça. Ensuite, on avait l'épigénisme mâle, l'épigénisme de deuxième niveau. Dans l'épigénisme de deuxième niveau, c'est que les élèves font intervenir les spermatozoïdes et les ovules, puis qu'ils avancent qu'il y a une idée de rapport d'information et de caractère héréditaire entre les deux. Donc, on voit qu'elles sont plus avancées, mais on remarque aussi qu'il y a encore une grande confusion au niveau du vocabulaire, parce que lorsqu'on leur demandait par après la différence, est-ce qu'ils savaient la différence, exemple, entre un ovule et un ovaire, il y avait encore une grande confusion. Donc, c'est en posant des questions, puis en demandant aux enfants d'expliciter leurs idées, qu'on peut voir s'ils ont vraiment compris. Ensuite, c'est ça, l'enseignant, dans le fond, il faut qu'il apporte à l'élève à préciser ses idées pour avoir la signification des mots. C'est très important parce qu'on pouvait s'apercevoir qu'au deuxième niveau, les enfants pourraient, lorsqu'ils explicitaient leurs idées, au niveau du vocabulaire, ils se retrouvaient quand même au premier niveau. Donc, ensuite, on avait un autre tableau avec les conceptions initiales des enfants au sujet de la respiration. Qu'est-ce qu'ils disaient les élèves au plan méthodologique? C'était exemple que respirer, ça sert à vivre, tant qu'on respire, on vit, et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant qu'enseignant? Ce serait d'amener l'enfant à prendre conscience de sa propre respiration. Donc, on pourrait, exemple, aller courir dehors, lui demander, est-ce que tu trouves que tu respires plus vite maintenant? Parce que, tu sais, de prendre conscience qu'on respire tout le temps, peu importe qu'est-ce qu'on fait, mais qu'on respire pas toujours à un même rythme. L'important dans tout ça, c'est d'amener l'enfant à expérimenter, donc en manipulant, en faisant des hypothèses, en essayant, puis à créer un conflit cognitif et un questionnement. Au niveau conceptuel, qu'est-ce qu'ils disent les élèves, c'est que pour respirer, il faut des poumons, l'air fait battre le cœur et tout ça. En tant qu'enseignant au niveau didactique, c'est de mettre à l'avant le rôle des poumons dans la respiration et d'observer que le rythme cardiaque n'est pas le même que le rythme lorsqu'on respire. Donc, c'est un rythme complètement différent. Le cœur peut battre à un certain niveau et la respiration peut être à un tel niveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut montrer aussi par une vidéo. Donc, les vidéos sont très utiles pour les enfants. Si on n'a pas le matériel nécessaire, exemple, dans l'exemple, il donnait d'aller chercher un poumon chez le boucher et d'expliquer tout ça. Donc, si c'est impossible, on peut très bien le montrer par une vidéo.
Ensuite, au niveau du mécanisme, les enfants disaient que respirer, c'était inspirer, ou respirer, c'était aspirer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est d'amener l'enfant à comprendre le fonctionnement de la respiration. Donc, inspiration, expiration. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le montrer dans une bulle, dans une fenêtre, que l'air chaud qui sort de notre corps, dans le fond, c'est lorsqu'on expire et tout ça. Au niveau du rôle, les enfants, ils étaient portés à dire que l'air, ça fait gonfler les poumons, ça nourrit le sang et tout ça. Qu'est-ce qu'on propose? Ce serait de faire une recherche, exemple, on pourrait dire aux enfants de faire une recherche au niveau du fonctionnement, de la structure, de la respiration, avec la démarche OERIC qu'on a appris. Et aussi de faire discuter les élèves entre eux. Des fois, ça peut les amener à avoir des nouvelles conceptions, puis en tout cas à prendre en compte les conceptions des autres par rapport aux siennes, puis à nous amener un peu plus loin. Ensuite, on avait au niveau de la chaleur et de la température, les obstacles que j'ai retenus à la compréhension que j'ai retenue dans ça, c'est que le terme chaud et froid correspond à la sensation de l'objet touché. Donc, l'enfant, il va souvent dire que ça, c'est chaud parce que quand j'y touche, c'est chaud. Ils établissent pas de relation immédiate entre le fait de chauffer une substance et son élévation de température. Et au niveau du comportement scientifique, c'est difficile pour l'enfant d'apprendre à douter des fausses évidences, des lieux communs, d'une certaine habitude de penser. C'est difficile pour eux, dans le fond, de douter de qu'est-ce que au niveau de la science par rapport à eux, qu'est-ce qu'ils ont comme représentation, c'est comme évident pour eux, donc c'est difficile de comprendre pourquoi telle chose peut être exemple. Si on prend l'exemple que dans le texte, au niveau de la glace et l'eau froide, si on met de la glace dans l'eau froide, ben l'eau elle va quand même fondre, même si elle est froide, elle aussi la glace, et que l'eau et la glace sont froides. Connaître les représentations, est-ce que ça doit dispenser de les faire émerger? Il y avait deux hypothèses à la fin du texte. La première hypothèse, c'est il est préférable de connaître les conceptions importantes afin de les prendre comme référence pour construire ses leçons, car ce n'est pas parce qu'une représentation n'émerge pas en classe qu'elle n'existe pas. Donc ici, c'était de vraiment pas vraiment poser de questions aux élèves sur leur conception, puis aller plutôt dans des documents comme on vient de lire, que toutes les conceptions importantes des enfants sont décrites et tout ça. Ensuite, la deuxième hypothèse, c'est les conceptions sont riches si l'on tient réellement compte de leur diversité et des contradictions qu'elles soulèvent. De plus, il est indispensable que chaque enfant prenne conscience de ses propres représentations et du fait que celles-ci ne sont pas systématiquement les mêmes que celles de ses camarades. Dans le fond, dans l'enseignement scientifique, là, faut proposer aux élèves de résoudre des problèmes qu'ils se posent eux-mêmes. Donc, c'est très important d'avoir une conception préalable qui va être un point d'ancrage pour notre enseignement. On va pouvoir construire nos notions à enseigner à partir de ça. Ça peut permettre de prévoir un nombre de réactions entre les élèves. Exemple, si on demande les conceptions initiales des enfants, que l'autre enfant entend la conception de l'autre, ça peut faire émerger des choses quant à leur connaissance. Ils vont se dire, OK, ma conception n'est pas suffisante. Ça va confronter ces représentations. C'est là que ça va l'induire naturellement, dans le fond, à une confrontation en faisant interagir les élèves dans la classe et en demandant leur conception. Tenir compte des représentations des élèves sans les faire émerger, ça amène souvent les enseignants à parachuter une activité pour obtenir finalement les mêmes résultats que si les conceptions n'avaient pas été utilisées. Donc, c'est très important de tenir compte des représentations que l'enfant émerge de ses conceptions pour qu'on puisse axer notre enseignement sur ça. Donc, c'est la deuxième hypothèse qui est à favoriser dans le cours de didactique. En conclusion, je vais revenir sur le triangle didactique. Donc, comme on a appris le triangle savoir, enseignant, élève. Donc, qu'est-ce qui est le plus important dans ce triangle-là? C'est la démarche didactique, c'est de s'approprier des savoirs. C'est entre l'élève et le savoir, c'est
l'élève doit s'approprier des savoirs qui lui sont extérieurs pour en faire des connaissances qui lui sont propres. Donc, l'enfant va construire des nouvelles connaissances à partir de ses conceptions initiales. Donc, c'est de là que l'hypothèse 2 est très importante, de partir des conceptions initiales des enfants pour l'apporter plus loin. Donc, et au niveau du triangle didactique entre l'enseignant et l'élève, là, c'est le contrat didactique, donc l'ensemble des obligations réciproques entre l'enseignant et l'élève. Et entre l'enseignant et le savoir, c'est la transposition didactique. Donc, c'est notre travail à nous d'élaborer des contenus en tenant compte des conceptions initiales des enfants, de modifier, d'adapter ces contenus-là en savoir scolaire pour les enfants, pour les faire progresser. Et le point le plus important, c'est de toujours partir du point de vue de l'enfant afin de complexifier sa représentation, afin que ça ait du sens pour l'enfant. Donc ça ici, c'est très important. Il faut que ça ait du sens pour l'enfant. Donc, voici ma présentation. Merci.